Alors, Moi, je crois que ça va provoquer. Tu seras d'accord que ça fragilise encore une fois. Non, c'est déjà fragilisé en Turquie. Les Arméniens de Turquie. Alors, on va rester en France puisque la loi a été votée en France. Mais oui, Si on venait en France, on va revenir en France, d'ailleurs, avec un petit point. Mais c'est pour ça que c'est un problème turco-arménien, peut-être, mais turco-turc, mais pas franco-français. Si, c'est un problème mondial. Alors, le génocide, c'est le crime des crimes. Ça regarde l'humanité. Ça voudrait dire quoi? Sous prétexte qu'il y a un crime qui est commis dans le Darfour, alors que ça regarde donc que le Soudan. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée nationale sur le Darfour. Mais il peut y en avoir un jour. Il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée. Le jour où ça arrivera. Il n'y a pas eu aujourd'hui. Mais ça peut pas pour arriver. l'avenir. Il n'y a pas eu de vote sur le génocide des Amérindiens. Mais personne ne remet en question le massacre des Indiens, Didier. Pourquoi ça? Y a-t-il un caractère génocidaire ou pas? Didier, t'as pas un État au monde qui remet en question l'extermination des Indiens. Il y a le Rwanda pour laquelle la France doit faire un État. Bon, alors voilà, on est en pleine concurrence des mémoires, ce qu'il fallait absolument éviter. On va juste revenir, s'il vous plaît, Monsieur Minassian, sur un point qui est le désaccord possible aussi au sein des rangs de la majorité sur le vote de cette loi, notamment à travers la position du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Regardez. Le malaise couvé depuis une semaine, il éclate aujourd'hui au grand jour. Ce matin, le président justifie la loi sur le génocide. Au même moment, tout en reconnaissant une réaction excessive de la Turquie, son ministre des Affaires étrangères s'en détache une nouvelle fois. Je ne veux pas verser de l'huile sur le feu, chacun connaît ma position. Je pense que cette initiative n'était pas opportune, mais bon, le Parlement a voté, il a pris sa décision et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Alain Juppé prend ses distances et il n'est pas le seul. Avant même le vote du texte par les députés, le président de l'Assemblée nationale exprimait des réserves. À titre personnel, je ne suis pas favorable au texte qui prétendent encadrer l'expression ou le travail des historiens. Les socialistes, qui par ailleurs ont voté le texte, s'emparent de ces divergences au sommet de l'État. On a un président de la République qui se comporte comme un candidat, faisant de l'électoralisme sans vraiment penser aux conséquences de ses actes et de ses gestes, et un ministre des Affaires étrangères qui, lui, veut poser à l'homme d'État. C'est une contradiction majeure. À l'UMP, on balaye ces critiques, faisant mine de ne pas voir où est le problème. Je pense que chacun est dans son rôle. Le président de la République a fixé une ligne qui est celle de la souveraineté française, et le chef de la diplomatie va faire en sorte que les relations diplomatiques continuent dans un sens opportun entre Ankara et Paris. Une polémique politique doublée d'une crise diplomatique d'autant plus préjudiciable que la loi est loin d'être adoptée. Il faudrait encore qu'elle passe devant le Sénat. Didier Villion, est-ce que les relations franco-turques vont être, pendant une longue période, affectées par ce qu'ils considèrent, je parle des Turcs, comme une émission dans les affaires internes de la Turquie? Oui, clairement. Je pense qu'il y a une période de turbulence qui date de 2001, date du vote, de la reconnaissance du génocide. Et depuis lors, les crises succèdent aux crises. Mais entre chaque crise, il y a de nouveau des rapprochements, des initiatives communes. Mais ce que je constate pour travailler depuis longtemps sur les relations bilatérales, c'est que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Et qu'en tendance, le cours, l'intensité des relations franco-turques décroît. Et M. Juppé, quand il réagit, il se comporte, lui, en homme d'État, pas en politicard à la recherche de voix. Il essaye de raisonner au nom des intérêts de la France, ce qui me paraît une position républicaine élémentaire pour un ministre des Affaires étrangères. En termes d'affaires étrangères, il y a eu des rapprochements récents avec la Turquie, notamment sur le dossier syrien, avec une présence d'ailleurs française, d'aide notamment aux opposants syriens en Turquie. Et donc c'était un dossier quand même qui est très très chaud. Est-ce que cette collaboration, cette coopération est remise en cause? Totalement, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'effectivement, M. Juppé, lors de son dernier voyage en Turquie, à Ankara, au mois de novembre dernier, avait eu des discussions avec son homologue Davutoglu, avec le Premier ministre, et il y avait eu un certain nombre de lignes tracées visant à la prise d'initiatives communes, étant relayées par d'autres États, pour tenter de contribuer à la crise syrienne. Et elle en a bien besoin. Il est évident que sur ce point, il y aura peut-être d'autres initiatives, je le souhaite, sur le dossier syrien, mais il n'y aura pas d'initiative franco-turque. Il est évident
que le dialogue politique entre les deux États est réduit aujourd'hui à néant. Alors les choses vont repartir, il faut toujours se placer en perspective, mais je crains fort que cette crise, d'autant qu'elle va sûrement être confirmée par le vote du Sénat dans les jours ou les semaines à venir, risque d'envenimer sérieusement et pour une longue période les relations franco-turques. Là, nous parlons de l'aspect politique et diplomatique. Nous allons sûrement aborder les questions économiques. Et je pense que du point de vue des intérêts de la France, il y a vraiment une erreur, une faute stratégique d'orientation, car au vu de l'état de l'économie française, alors que nous avons la possibilité de commercer avec un grand État, qui est un État qui se construit, je crois qu'on n'a vraiment pas choisi le bon timing. Notre économie est dans la situation que l'on connaît. Nous sommes dans une forme de commerce excédentaire. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors on peut me dire, au nom de la morale politique, ne me raconte pas d'histoire. Les relations entre États ne relèvent pas de la morale. On peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais c'est un fait. On est là dans la réelle politique. Et je pense qu'au niveau politique, au niveau géopolitique et donc diplomatique, au niveau économique, la France en tant qu'État n'a aucun intérêt à ce vote. Et je n'ai même pas prononcé le mot culturel, mais je pense que l'intensité des relations culturelles entre la France, l'existence des lycées, des collèges, de l'université francophone, l'existence d'élites francophones et francophiles en Turquie est aujourd'hui plombée parce que ces élites sont amères, s'interrogent, sont désemparées par rapport à la situation et aux décisions d'un pays qu'ils aiment, la France, ou qu'ils aimaient, mais je ne parle pas encore au passé. Denise Ounal, quelles sont les conséquences économiques sur les relations franco-turques de l'adoption de cette loi ? L'économie turque est en plein essor, un taux de croissance très élevé. Ce n'est pas la Turquie, justement, de 2001. La puissance économique turque a progressé. Elle a progressé et aussi, donc en 2001, la Turquie était dans une très très grande crise et c'était une forme de crise finale, finalement, par rapport à la gestion des affaires qu'on avait depuis, pratiquement depuis la République, bon, plus récemment, depuis les années 50 peut-être. À partir de 2001, ce qui s'est passé, il y a eu un changement de régime politique en Turquie parce qu'on est passé à un parti unique au pouvoir. Et grâce à cette stabilité politique, on peut critiquer, ne pas critiquer, mais toujours est-il qu'on a pu mener en Turquie une politique économique relativement cohérente qui a fait que la Turquie a pu se moderniser et a pu passer à des critères de transparence économique, qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie fait partie des 7 grands émergents du monde. Ouais. Quand on dit grands émergents, disons qu'elle fait plus de 1% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'elle représente une offre et une demande importante au niveau mondial. Beaucoup d'entreprises françaises en Turquie. Il y a beaucoup d'entreprises françaises en Turquie, mais pas suffisamment par rapport à la taille de la France et pas suffisamment par rapport aux possibilités que la Turquie peut offrir. La Turquie essaie aussi d'entrer dans l'Union européenne. C'est pour ça que je vais dire, les relations franco-turques ne sont pas dégradées uniquement au niveau de la question arménienne. Mais depuis, pourquoi heureusement ? Parce que ça voudrait dire que la turcophobie, soi-disant, pourrait être assimilée aux Arméniens, ce qui serait complètement... peut-être que la turcophobie se résumerait aussi à une islamophobie. Il faut quand même le dire. Je suis désolée, Non, pour ce qui est de l'entrée ou de l'adhésion à l'Union européenne, c'est un facteur qui a été largement... C'est depuis 2003, 2004. C'est vrai. Pour expliquer la non-adhésion. Et donc, dans les relations franco-turques, quand même, il faut prendre en compte cet aspect. Quand on parle de l'électoralisme et tout, il faut prendre en compte cet aspect-là. Donc, à cet égard, je ne pense pas que les Arméniens soient forcément d'accord que leur combat soit associé à ce type de combat. Pas du tout, c'est pas du tout ça, madame. Alors, je pense qu'il ne doit pas être content. Si je peux me permettre, l'argument économique, je vais mettre un bémol quand même à l'argument économique. En 2001, la Turquie a exercé d'énormes pressions pour que la loi ne passe pas. Des représailles contre GDF notamment, etc. Aujourd'hui, le commerce bilatéral, le volume du commerce bilatéral, c'est 11 milliards. 11 milliards d'euros entre les deux pays, entre la France environ. Donc, mais il faut relativiser par rapport à quoi c'est 11 madame, c'est le chiffre, c'est pas moi qui le donne, mais c'est comme ça. Donc, mais si vous regardez l'Allemagne, c'est pas autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est quelle est la signification de ce que je veux dire par là, c'est que malgré les pressions de 2001, vous avez heureusement
un fort volume bilatéral, commercial, entre donc, la France et la Turquie. Non, par rapport à la taille des pays, c'est pas du tout ça. C'est autre chose. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce que ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer. Mais je ne suis pas du tout pour bazarder des questions démocratiques et politiques au prix des questions économiques. Je ne suis pas du tout là pour ça. Non, mais Madame Meynal, ce qu'on voudrait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une position politique turque qui dit, voilà, il y a des échanges économiques entre la France et la Turquie, un certain nombre de rapports commerciaux qui vont être affectés par la prise de position politique de la France. C'est déjà affecté, surtout là où c'est affecté le plus. Quelle est l'ampleur, justement, de ces... On ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut savoir, c'est l'écart. Déjà, la France, vous me direz, c'est pareil, avec la Russie non plus, n'arrive pas à échanger à la mesure de sa taille, avec un grand émergent, mais avec la Turquie non plus. Donc pour la France, c'est quelque chose de dommageable. Mais on n'en est pas là. Mais ce que je veux dire, en ce qui concerne pour les investissements directs en Turquie, en particulier quand il s'agit des appels d'offres de l'État turc, la France est quand même systématiquement écartée. Elle va être écartée. Elle a été et elle est en grande partie écartée. Et cela va continuer. Ce que je peux vous dire, parce le manque à gagner, puisqu'on évalue le manque à gagner pour la France. En ordre de grandeur. En ordre de grandeur, est-ce que... Je ne peux pas, comme ça, le dire. Par exemple, les centrales nucléaires qu'on peut envisager de faire en Turquie, là, pour le moment, on n'en a pas... On en a signé avec les Russes, mais ça peut être remis en cause si, avec d'autres pays, on pouvait voir de meilleurs projets. Ça dépend, tous les projets d'infrastructure, des villes, tout ça. Mais... je ne veux pas discuter forcément en disant il faudrait vraiment pour nos relations économiques. Non, mais en revanche, quand il y a des dirigeants, ça je le sais, d'entreprises français en Turquie qui préfèrent ne plus s'exprimer en français, qui demandent ne pas être interprétés, mais qui demandent à leurs collaborateurs turcs de s'exprimer en turc à leur place, c'est qu'il y a un problème. Et que quand vous passez devant le consulat... Mais si, parce que la Turquie, c'est la mondialisation qui veut c'est ça, pas madame. ça, non, c'est pas la mondialisation. Mais l'anglais exprime en anglais, l'allemand s'exprime en allemand, il n'y a aucun problème. Donc en ce moment, les Français, surtout les entrepreneurs, ceux qui ont des activités commerciales, ne se sentent pas très bien par rapport à cette question. Ils sont rappelés tous les jours par leurs de l'adoption de la loi, qui leur dit, moi j'ai des témoignages récents, des grandes entreprises françaises qui ont été rappelées, presque toutes ont été rappelées par soit leurs homologues là-bas ou par ceux qui préparent les appels d'offres. Par exemple, en télécom, etc. C'est des gros projets qui ont dit, écoutez, nous, notre devoir, c'est de vous communiquer. Nous avons le devoir, en tant qu'offre publique, on est bien d'accord, ça va, grosso modo, ça ne va pas être possible de vous donner des marchés, des marches pour les prochaines années, parce que c'est trop tard. Donc, effet direct. Effet direct. Il y aura des effets directs. Moi, je trouve que est très important, parce que ce sont, n'oubliez pas, Denise en a parlé, ces élites turques qui ont quand même fait bouger le pays depuis la création de la République, ce sont des élites francophiles, francophones. Et si on est dans un cadre où c'est ces mêmes élites qui sont même comme moi, qui discutent ouvertement sur le génocide arménien, si on a des problèmes et s'ils se refusent de s'exprimer en français, c'est qu'il y a quand même un autre problème de taille à mesurer par les relations franco-turques seulement. On n'en a pas avec d'autres pays. Juste ajouter quelque chose côté européen. Un dernier mot côté européen, puis M. Minassian. En ce qui concerne les relations turco-européennes, parce que ça passe par là quand même, en fait, cette loi a aussi été du beurre sur la tartine de M. Erdogan, qui s'éloigne de plus en plus d'une potentielle adhésion et de réforme en Turquie quand même. Depuis longtemps, le dossier européen est classé, est mis dans les oubliettes depuis quelques années. De toute façon... Pas forcément par les Turcs quand même. Pas forcément par les Turcs, mais il y a eu quand même un discours de moins en moins. Ce que je veux dire, c'est le discours actuel de moins en moins décomplexé par rapport à une potentielle adhésion. La population turque se dit, mais à quoi bon l'Europe qui ne nous en veut pas? Alors quand il dit que ce qui se passe en France, c'est une expression
de l'islamophobie et de la xénophobie européenne, je pense que vous comprendrez que M. Sarkozy fait ça pour son électorat local et pareillement M. Erdogan est en train d'instrumentaliser pour la politique interne du pays. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que la Turquie de 2011-2012, ce n'est pas la Turquie d'il y a 20 ans, etc. Et effectivement, à partir de 63, mais peut-être même un peu avant, mais à partir de 63, c'est une date importante, il y a eu un rapprochement net entre la Turquie et l'Union européenne. Et puis, il y a eu les négociations à partir de 2004-2005, etc. On connaît l'histoire. Depuis un certain temps, vu que la Turquie... il y a des réticences très claires. Il y a des réticences par les Européens, notamment le couple franco-allemand et d'autres aussi derrière. Donc la Turquie, puissance émergente, regarde un peu tout autour. Et elle a peut-être raison de regarder tout autour. C'est-à-dire Russie, Chine, Afrique, Amérique, Moyen-Orient, Amérique du Sud notamment. Rappelons quand même que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc elle regarde partout. Et le fait d'avoir une nouvelle diplomatie, alors on peut appeler ça comme on veut, mais une nouvelle diplomatie depuis l'AKP, depuis 2001-2002, depuis 2002 effectivement, ça lui donne plus d'importance et ça la met en position de force et dans son environnement direct et à l'échelle mondiale. Donc, du coup, la réaction face à la décision française... Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, et c'est le fond du problème pour moi, on n'en parle jamais. Le fond du problème est le suivant. Il y a aujourd'hui entre les puissances occidentales et les puissances émergentes, il y a un problème, une bataille qui est sourde mais qui fait rage. C'est la bataille des normes internationales. On l'a vu avec l'affaire libyenne, on le voit avec l'affaire syrienne, on le voit avec l'affaire iranienne, notamment le rapport... Vous allez nous dire qu'il y a un refus des normes édictées par d'autres ? Les émergents contestent les normes édictées par les Occidentaux à l'échelle mondiale qui sont écrites depuis 2 siècles environ. C'est-à-dire que tout le droit international sur qu'est-ce qu'une intervention, pourquoi on intervient, c'est sur des valeurs, des normes, protection civile, etc. Et en Libye, il y a eu... Justement, les Occidentaux sont les seuls capables d'intervenir à l'échelle mondiale. Plus personne ne veut intervenir. Ils interviennent dans le droit de l'homme. Alors, bien, pas bien, c'est autre chose. Mais dans l'affaire libyenne, ils sont intervenus pour protéger les civils. On peut critiquer. C'est pas seul, ça que je veux dire. C'est qu'il y a des pays que vous avez qualifiés d'émergents qui faisaient partie également de la coalition. Non. Ah bon ? Non. La Turquie n'a pas voulu intervenir. La Chine a dit non. La Russie a dit non, et on sait ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. L'Afrique du Sud a dit non, le Brésil a dit non, etc. Et tous les pays arabes sont intervenus. Attendez, il y a des pays arabes qui sont intervenus. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on a proposé à la Turquie. La Turquie s'est tout de suite prononcée pour dire non à l'intervention. Donc premièrement. Donc ce qui caractérise, c'est le finir ce raisonnement qui peut être intéressant. Ce qui caractérise la politique étrangère de ces émergents, Turquie dedans, puisque c'est un pays émergent, c'est la non-intervention et c'est le retour à la souveraineté la plus absolue. Or, dans un monde mondialisé, il n'y a plus de souveraineté absolue. Et je fais le lien, il n'y a plus de souveraineté absolue. Attendez, le monde est ouvert. Parce que vous dites quand la Turquie fait partie de l'OTAN et intervient en Libye ou ailleurs en Afghanistan. Elle n'est pas intervenue en Libye. Si, avec ses bateaux, elle n'a pas intervenue dans la coalition. Elle n'a pas voulu que l'opération parte. Elle n'est pas intervenue. Je souhaite que M. Minassian termine son raisonnement. Vous allez réagir. Je finis. Mais non, il y a un rapport. Bien sûr qu'il y a un rapport sur qu'est-ce qu'un droit de l'homme, qu'est-ce qu'un génocide. Quand Erdogan dit il y a génocide ici en Algérie, génocide à Gaza, génocide aux Ouïghours, il veut donner l'impression qu'il y a une autre définition que celle de 48. On est sur la bataille des normes et c'est fondamental. Et enfin, je tiens à quand même... Mais si tu le vois bien. Vous allez répondre. Tu le vois bien. Et dans la mondialisation dans laquelle on est, pourquoi les 3 problèmes auxquels la Turquie est confrontée dans la mondialisation, c'est des problèmes à cheval internes, externes. Pour moi, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'externes, externes, mais c'est un problème qui est transversal. C'est Chypre, grec, on va dire, Chypre, c'est kurde, c'est arménien. C'est-à-dire des problèmes qui sont à l'intérieur de la société et de l'État turc et à l'extérieur de l'État et de la société turque. D'accord ? Eh bien, ce sont 3 problèmes qui mettent l'accent sur l'altérité en Turquie. Il n'y a pas d'altérité en Turquie. L'autre n'est pas considéré comme l'égal du turc. L'autre doit être soit... Dans le cas arménien, il n'existe pas. À l'époque des kémalistes, il n'y a pas de question arménienne. L'autre n'existe pas. Soit il doit être vassalisé, dominé. Et c'est là où j'en reviens au rapport arméno-turc. Il y a un rapport dominant-dominé, Sèvres-Lausanne, vainqueur-vaincu. Et c'est les gens qui... Enfin, pour le coup de Sèvres, c'est quand même pas les Turcs qui ont choisi. Pour le coup du rapport oui, c'est la première guerre de libération nationale. Mais moi, je suis intéressé, excusez-moi, parce qu'il nous reste peu de temps. Qui s'est faite sur le génocide. Et j'aimerais bien reprendre l'idée de M. Minassian qui est intéressante. Exactement. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Là, tu réécris l'histoire. Mais non, je ne réécris pas. C'est toi qui la connais pas, Didier. Tu la connais pas, l'histoire du peuple arménien. S'il vous plaît, pour pas j'ai respect pas pour de les leçon à recevoir de téléspectateurs. toi, tu n'es pas mon professeur. Mais je ne suis pas ton prof, tu mais n'es viens pas mon me sortir professeur. des trucs du genre... Mais en quoi la guerre de libération nationale d'un peuple qui se lève pour sauver sa souveraineté a un rapport avec le génocide? Mais il n'y a aucun rapport. Tu sais le comment ça traité de s'est fait Sèvres, oui, tu sais je comment sais ça très s'est fait bien. Allez, vas-y, Aussi bien que Non, toi. mais s'il vous plaît, Aussi bien. Monsieur Billon, Monsieur Billon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quel est le sujet? Non, le sujet est simple. J'ai posé mes 3 sujets, c'est-à-dire... Non, mais Didier, en en toute amitié, Oui, mais parce j'ai que posé c'est mes Moi, 3 je sujets. n'ai pas de leçon à recevoir. Bon, écoutez, on ne s'entend pas, c'est pénible. Alors, Monsieur Mination a exposé une idée sur laquelle je souhaite un commentaire rapide, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Il a dit, en gros, il y a une espèce de confrontation entre deux pôles, ceux qui ont édicté et qui respecteraient certaines normes liées aux droits de l'homme, liées à la définition de génocide, et un autre pôle qui ne le respecterait pas. Je simplifie un peu à outrance pour qu'on puisse répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Et donc, le fait de réfuter la définition du génocide telle qu'elle est définie en France, est une stratégie aujourd'hui qui est le refus d'un certain nombre de normes internationales. Parce que tout n'est pas réductible à tout et tout n'est pas dans tout. Ouais. C'est-à-dire que Gaïd, mais je ne lui ferai pas cet affront, semble regretter l'époque où l'Occident, ça dure depuis 4 siècles, imposait son tempo, imposer ses décisions au reste du monde. Cette période est définitivement terminée. Je suis d'accord. Et les normes, les fameuses normes qui étaient édictées, n'ont jamais été respectées par ceux et celles qui les avaient été édictées. Exemple, un seul, c'est le cas palestinien. Combien de résolutions en faveur de la création d'un État palestinien qui ont été et qui continuent à être foulées aux pieds. Donc, de ce point de vue, alors je suis d'accord sur une chose. C'est l'exception israélo-palestinienne. Tu as raison. Mais c'est l'exception quand même. Oui, mais je souhaite mais dans le droit international, ce sera toujours l'exception israélo-palestinienne. Je vais quand même continuer. Donc, ceux qui ont systématiquement bafoué ce qu'ils avaient eux-mêmes décidé n'ont vraiment pas de leçon à donner aux autres. Deuxième chose que je voulais indiquer et souligner, c'est le rapport de la Turquie à l'Union européenne. Mais évidemment, il est en train de se modifier, parce que la Turquie, à force d'avaler des couleuvres, commence à les trouver singulièrement indigestes. Ceci étant, cela ne signifie pas, à ce stade, que la Turquie a tourné le dos à l'Union européenne. Parce qu'on peut être un peu plus dialectique. Il n'y a pas de jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce qu'il y a un déploiement de la politique extérieure de la Turquie dans sa région et plus largement vers l'Afrique ou l'Amérique du Sud qu'il tourne le dos à l'Union européenne. Je pense qu'on peut être suffisamment intelligent pour comprendre que la Turquie, qui est un État qui s'affirme décidément et qui s'affirmera de plus en plus, peut avoir une politique multidirectionnelle. Donc, mettre dans le même panier la question kurde, Chypre, l'Arménie, etc., ne fonctionne pas d'un point de vue de méthode. Donc, il faut reprendre tout cela. Mais j'espère qu'on sera invité pour discuter de la question kurde. Mais j'y suis déjà venu pour cette raison sur ce plateau et de la question chypriote qui n'ont aucun rapport. Oui. C'est des logiques et juste un différentes. mot quand même, Monsieur le Mination, sur le droit international. Le fondement du droit international, c'est la souveraineté et les limites du droit international sont malheureusement la souveraineté. Et pour l'application de certains principes, c'est un peu compliqué. Dans la mondialisation, il y a de moins en moins de souveraineté. Or, les émergents veulent un retour à la souveraineté. D'où l'ordre impérial veut supprimer les souverainetés. Merci infiniment. Je vous remercie. Je vous remercie. On reviendra pour discuter après l'adoption de la loi. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Toutes les France. Au revoir.